Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Eh bien, Notre-Dame de Paris a mis 90 ans à se bâtir entre la première et la dernière pierre. Et rien ne se fait, aucun monument, aucune œuvre d'art, sans des bâtisseurs, sans ceux qui savent ce métier manuel, ce métier de main qui vaut bien ce métier de plume. Qu'est-ce qui se passe pour les grands métiers, pour les compagnons, pour les métiers manuels? On va en parler. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et je reçois Nicolas Bossard. Nicolas Bossard est compagnon couvreur, zingueur du Tour de France des Devoirs Unis. Il est président de la section locale de Paris. Nicolas Bossard, bonjour. Je voudrais d'abord vous demander, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs de Sud Radio et à tout le monde, moi-même, qu'est-ce que c'est que la compagnie, puisque vous êtes compagnon, du Tour de France des Devoirs Unis? Alors les compagnons, c'est une société qui a pour but de former des jeunes en les faisant voyager. Et ça, un petit peu autour de la France. Maintenant, on s'est élargi en allant sur des pays européens, voire plus loin. Voilà. Donc le but, c'est de voyager. C'est quand ces compagnons du Tour de France, des devoirs? À peu près. Enfin. À peu près. Alors, il y a la partie légendaire qui voudrait nous remonter jusqu'au temple de Salomon. après, bon bâtiment. Oui. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on se remonte à ce temple. Mais je dirais qu'historiquement, on remonte au moins des cathédrales, donc du Moyen-Âge, l'époque où on a construit nos belles cathédrales gothiques qui marquent l'actualité aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, est une actualité dramatique, mais enfin, ça permet justement de parler de cela. Et en fait, vous exercez, vous êtes vous-même couvreur. C'est ça. Zingueur couvreur. Alors, couvreur, ça veut dire quoi, très exactement? Quel est le métier, ça consiste en exactement? Alors, le métier consiste tout simplement à mettre l'édifice à l'abri des intempéries et de pouvoir être à l'intérieur d'un établissement sans en prendre l'eau. Voilà, c'est protéger l'édifice et le recouvrir de matières différentes comme l'ardoise, le zinc, le plomb, etc. Voilà. Et vous vous occupez, c'est l'entreprise, vous m'avez dit, votre entreprise, en tout cas, l'entreprise où vous travaillez, à 2 siècles. C'est ça, c'est l'entreprise Ballas, qui est sur Paris et qui a plus de 200 ans, qui est installée dans le nord de Paris, et on travaille sur tous les monuments parisiens depuis cette époque. Tous les monuments, donc vous travaillez surtout sur les monuments, pas les habitations, pas alors, cela. Il y a aussi un secteur, évidemment, qui participe mais vous, c'est les monuments. L'haussmannien, mais moi, je travaille sur les monuments. Voilà. D'accord. Alors justement, quand on a vu ce qui s'est passé, l'incendie et justement toute la charpente là qui s'est écroulée, en fait, est-ce que quand on voit ça, c'est quelque chose qui, au-delà, je voudrais pas du tout pour aller dans l'émotion, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, vous, dans ce que vous faites, quoi? Bien entendu, c'est toujours douloureux de voir un établissement comme Notre-Dame ou un autre s'écrouler par les flammes. Voilà, c'est vraiment. En plus, Notre-Dame, évidemment, on est attaché à cet édifice parce que les compagnons ont travaillé dessus, mais on a travaillé aussi sur d'autres édifices parisiens et français. Mais, comme par exemple, autre édifice, vous dites? On a la Tour Eiffel. D'accord, déjà pas mal. on fait du honneur aux charpentiers, puisque là, on parle beaucoup de charpentiers pour Notre-Dame, mais c'est vrai qu'ils ont aussi construit la Tour Eiffel, enfin, en tout cas, édifié la Tour Eiffel. Et puis voilà, après, il y a plein d'autres petits châteaux. Le compagnon n'est pas une entreprise, il travaille dans différentes grosses sociétés, grosses entreprises ou petits artisans. Et on édifie un petit peu partout, dans toute la France, on laisse nos petites empreintes de nos travaux. Et dites-moi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une crise ou pas du compagnonnage? Je veux dire par là que, effectivement, pendant des siècles, ça a été édifié, les compagnons avec les mains et les techniques du temps. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu, c'est une question que je posais à l'un de vos collègues, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une dévalorisation du travail manuel qui fait que, alors qu'on a de plus en plus besoin et que c'est un métier d'avenir, il y a de moins en moins, en tout cas pas assez, de jeunes, qui s'adonnent à ce métier, à cette passion? Alors oui, moi, j'ai écrit une fois un petit texte sur mon métier en disant que voilà, le couvreur est une espèce en voie de disparition. Effectivement, on a malheureusement mis les métiers manuels, je dirais, de manière générale, au rebut dans notre éducation. Et on disait voilà, quand
quand on n'était pas bon à l'école, tu iras travailler dans le bâtiment et ça se passera bien pour toi. Donc voilà, on a un petit peu dénigré la valeur. C'était les derniers de la classe. C'est etc. ça, voilà, on était punis, on allait dans le bâtiment, ou alors d'ailleurs même en cuisine, puisque chez nous, on a les cuisiniers, qui sont aussi des métiers manuels. Bon, voilà, donc c'est vrai qu'on souffre un peu de cette identité négative, et on parle très peu. D'ailleurs, moi, dans mon expérience scolaire, je ne connaissais pas le bâtiment, on n'en parlait déjà pas à mon époque. Voilà, c'est d'ailleurs, moi, dans mon cursus, je vais aller aux Beaux-Arts pour me retrouver comme couvreur au bout du compte, vous voyez. Donc, voilà, malheureusement, on est toujours dans un problème de mode. Aujourd'hui, les métiers du bâtiment ne sont pas à la mode. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le problème des entreprises qui n'arrivent pas non plus à valoriser le métier en donnant des salaires décents. Parce qu'évidemment, on a toujours... C'est très mal payé, enfin, c'est pas très... Par rapport à la pénibilité des travaux, oui, c'est à mon sens, en tout cas, pas valorisé à juste valeur. C'est quoi un couvreur ou un charpentier aujourd'hui? Vous avez idée? Qu'est-ce que gagne un salaire moyen, disons ça dépend si vous êtes en province ou si vous êtes sur Paris, et puis ça dépend Paris, un petit peu de votre échelon, mais on va dire qu'un professionnel qui a plus de 15 ans de métier gagne difficilement plus de 2500 € par mois. Et il faut quand même savoir qu'arrivé à 40-45 ans, on souffre de maux de dos, de maux d'arthrite, d'arthrose, etc. Enfin, on est usé, c'est des métiers pénibles. Et on doit en plus aller jusqu'à 65 ans. Oui. Donc voilà, donc si vous voulez, bon, ça c'est un peu noircir le tableau, mais malgré tout, voilà, je pense que tous ces petits points font qu'on n'est pas attrayant. Voilà, on peut avoir le même salaire avec moins de pénibilité dans d'autres métiers. Ce qui fait aussi, vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire qu'il y a eu une dévalorisation du travail manuel. Voilà. Et il y a eu aussi la paye qui n'est pas celle. Ça s'en est suivi. Voilà, on dévalorise tout. Alors après, il y a la formation qui est difficile. Hein. Évidemment, on a aussi perdu ce phénomène de pouvoir transmettre avec le temps nécessaire pour avoir les bonnes valeurs au bout du... Combien de temps il faut pour faire un bon constructeur ou un bon couvreur? Un bon couvreur, moi, je pense que pour être un bon couvreur, en tout cas, pour avoir pris le temps de visiter plusieurs chantiers, d'aborder plusieurs techniques, il vous faut au moins 10 ans. Il vous faut au moins 10 ans pour prétendre dire, voilà, je pense avoir vu suffisamment de choses, je maîtrise le métier. En 5 ans, on peut déjà aborder le métier. Il y a pas de problème pour celui qui est un peu érudit, qui comprend les choses. Enfin, ça demande du temps, quoi. Mais ça demande du temps. Bah oui, parce que c'est le métier manuel. C'est le métier manuel, c'est le geste. Et le geste, ça s'éduque, ça s'apprend, et il faut le temps. Il faut le répéter plusieurs fois pour l'acquérir. Et pour ça, il faut des années de pratique. Voilà. Il y en a qui me diront, voilà, en 7 ans, j'y arrive. Bon, moi, je fais une moyenne. Je pense que en 10 ans, on peut prétendre, voilà, avoir... Oui, donc ça demande de longues années d'apprentissage, au vrai sens du terme. Et puis, comme vous dites, effectivement... Et là, par exemple, quand on voit... Moi, vous savez, le président dit, oui, on va rebâtir en 5 ans. Tous les professionnels qu'on a interrogés disent, attendez, 5 ans, ça paraît quand même un peu utopiste, un peu idéaliste. Il faut quand même 10-15 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense qu'il était ambitieux, c'est vrai, et il l'a certainement dit avec son cœur parce qu'il avait peut-être envie de le faire en 5 ans. Mais voilà, moi, professionnellement, je dirais que les 5 ans vont peut-être servir à faire le nettoyage de tout ce qui est détruit aujourd'hui, de mettre en sécurité l'édifice qui est fragilisé de droite et de gauche, de laisser sécher l'eau, d'organiser peut-être cette nouvelle restauration avec les différentes façons de l'aborder. Hein. Soit elle sera moderne, soit elle sera ancienne, ou je veux dire ancienne dans le sens où on refera la même chose. Mais voilà, pour être plus juste, vaut mieux tabler sur 15-20 ans. De manière à ce qu'on ait le temps de faire les choses aussi convenablement, comme des professionnels, et puis pas de se hâter et de laisser un peu tout le monde s'accaparer la volonté de faire les choses. Voilà, on a des professionnels aujourd'hui qui travaillent sur place, qui vont faire les bonnes analyses pour pouvoir édifier de nouveau la cathédrale et selon la volonté qu'il faudra mettre en place. Voilà. Et monsieur Bossard, ça m'intéresse. Et justement, vous savez, la flèche, évidemment, la grande flèche a été détruite, enfin a été tombée en flammes. Qu'est-ce que vous dites actuellement? Il s'élève à un petit concert, je ne parle pas des polémiques sur
l'origine de l'incendie, ça c'est autre chose, l'enquête le dira. Mais qu'est-ce que vous dites des gens qui, oui, il faut moderniser, il faut peut-être en profiter pour faire une nouvelle flèche qui correspond au 21e siècle. Vous, quand vous avez ça, et je parle professionnel, même du patrimoine, quand vous dites, oui, d'accord, il y a eu ça, il y a eu un incident, eh bien, on va mettre autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis partagé. Mon cœur de compagnon va tendre vers les deux solutions, c'est-à-dire qu'on peut effectivement reproduire, si on se cache derrière la charte de Venise des monuments de France, enfin des monuments historiques, on va dire qu'il faut refaire à l'identique. Refaire à l'identique, ça a beaucoup de contraintes, ça a des contraintes de temps. De matériaux, même si on peut dire qu'aujourd'hui, en France, on a tous les matériaux nécessaires et la connaissance du métier pour le refaire à l'identique. Au-delà de ça, on sait aussi qu'il y a toutes les données numériques qui ont été faites pendant plus de 25 ans, qui ont tout enregistré en 3 dimensions au millimètre près de l'édifice. Donc on peut refaire... Il y a tout ça, il y a vraiment... Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour le refaire. Si on veut refaire totalement l'identique avec les matériaux, etc., on peut le faire. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a, alors ça s'appelle Art Graphique et Patrimoine, qui ont travaillé pendant des années sur le sujet, et tout est en double millimétrique, parfaitement construit en 3D. La totalité de la zone peut être refaite même avec les défauts qui étaient dernièrement en place. Donc, on peut faire ça, c'est très intéressant. Ça, je veux dire, avec les 3 dimensions, avec les simulations, on peut tout refaire. Et c'est valable pour tous les monuments de Paris, ça, à votre avis ? Non, c'est pas valable pour tous les monuments de Paris, parce que c'est des années de travail, et puis ça coûte. Donc, mais en tout cas, pour ce qui est de la cathédrale, c'est Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris, ça l'est. Donc, c'est intéressant de savoir que si on a la volonté de refaire à l'identique, enfin de retrouver ça, c'est possible. Tout à fait. Alors, tout en prenant le temps, bien entendu, d'acheminer les matériaux, de laisser sécher le bois qui est nécessaire pour pouvoir le mettre en place, etc., etc. Donc, comme toute construction de cathédrale depuis des siècles, il a fallu le temps pour d'abord dompter les matériaux, les apprécier, les mettre en place avec les techniques nécessaires. Donc, c'est toujours une question de temps. Donc voilà, mais c'est possible. Maintenant, il y a un autre côté de mon cœur compagnonique qui penche aussi vers la modernité, parce qu'évidemment, notre mot, c'est la tradition, mais aussi la modernité. Et pourquoi pas, vous savez, Viollet-le-Duc, quand il a fait la flèche, il avait apporté de la modernité. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Mais en même temps, c'était très copié sur le gothique. Quand même. Alors, non, mais tout à fait, c'était copié sur le gothique, mais malgré tout, techniquement, on utilisait les connaissances du 19e siècle, qui étaient l'apogée de la charpente et du trait de charpente. Voilà, donc... pourquoi pas, effectivement, essayer d'apporter maintenant cette petite touche qui nous symboliserait, qui symboliserait notre siècle avec nos connaissances, en disant, voilà, peut-être une partie de traditionnel, en respectant ce qui a été fait, et peut-être une petite partie moderne. Je n'ai pas de préférence, en fait. J'accepterai les deux. Voilà. Eh bien, on en reparle tout de suite, on continue. Radio, Berkhoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous continuons la conversation avec Nicolas Bossard, compagnon couvreur zingueur du Tour de France des Devoirs Unis, qui est président de la section locale de Paris. Et nous parlons évidemment de Notre-Dame de Paris et surtout du rôle des charpentiers, des couvreurs, de ceux qui sont vraiment les artisans au sens le plus noble du terme, au sens le plus manuel du terme, de ce qui se fait d'ailleurs pas seulement pour Notre-Dame, mais pour tous les monuments historiques et autres. Et effectivement, en ce moment, Nicolas Bossard, il y a pléthore de sociétés d'architectes qui proposent des projets, qui disent « Ah, nous voudrions participer, etc., etc. » Et vous vous dites « Oui, il y a peut-être aussi les compagnons qui ont des choses à proposer. » Oui, alors tout à fait. Je pense qu'effectivement, c'est très bien de soigner les architectes de leurs connaissances, mais on a entendu aussi les compagnons charpentiers proposer leurs connaissances. Donc moi, je dis pourquoi pas aujourd'hui demander aux compagnons charpentiers des 3 sociétés de proposer un sujet qui allierait la connaissance donc de la modernité et de la tradition. Voilà, de soudoyer ces charpentiers et de leur dire, écoutez, pourquoi pas. Proposez-nous un projet avec une nouvelle flèche, avec une nouvelle charpente. Et ça pourrait être très intéressant de demander à ces 3 sociétés compagnoniques, qui sont l'association ouvrière, la fédération compagnonique et nous, l'Union compagnonique, voilà, d'amener nos connaissances avec notre goût.
Bah, moi, ça me paraît une très bonne idée. Écoutez, c'est ouvert. Il y a beaucoup de gens écoutent, et en tout cas au gouvernement aussi, écoutent Sud Radio. Ben, écoutez, l'offre est là. Mais d'ailleurs, vous pourriez de vous-même, d'ailleurs, prendre l'initiative aussi. Il n'y a aucune raison. Oui, on pourrait aller nous-mêmes, c'est vrai. Après, moi, je suis pas charpentier, donc je parle un peu facilement pour eux, mais on viendra la couvrir, vous inquiétez pas. Très bien. Nicolas Bossard, en fait, je voudrais qu'on aborde un tout petit peu Notre-Dame, mais en général, les problèmes de sécurité. Quand il y a quelque chose comme ça, hein, il y a eu des incendies dans des églises, il y a eu, rappelez-vous, le Parlement de Brest aussi, enfin, qui a en flammes, et puis d'autres choses. Quand il y a un accident, ou un incendie, ou une vandalisation, ou quelque chose comme ça, quel est le processus? C'est l'état des lieux? C'est garantir la sécurité? Comment ça se passe, le processus de dire attention, avant de bouger, vous l'avez dit d'ailleurs, avant de décider, il faut que les experts s'accordent et donnent leur diagnostic, mais comment se passe le processus, si vous voulez, de travailler là-dessus? Parce que nous, on se dit, nous à l'extérieur, nous on y va, on est heureux de voir des monuments, évidemment, parce que c'est le passé, c'est l'émotion, c'est la spiritualité, c'est la culture, c'est tout ça à la fois. C'est pour ça qu'il y a eu une émotion aussi grande, et dans le monde, hein, dans le monde entier, pour Notre-Dame de Paris, parce que c'est un foyer, c'est les racines de la France, c'est l'histoire, c'est tout cela. Comment on procède ? Bien, écoutez, normalement, sur un chantier comme celui de la cathédrale, en tout cas en termes de sécurité, je pense qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour mesurer les risques, en tout cas d'incendie. Il me semble avoir entendu qu'il y avait 2 personnes en permanence, jour et nuit, sur place, ce qui pose d'ailleurs interrogation à l'architecte, Monsieur Mouton, du fait qu'ils étaient là continuellement. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Malheureusement. Oui, et puis, pardon, monsieur, lui, il a dit aussi, parce qu'on pose des questions quand même, il n'y a pas de raison d'écarter une hypothèse quelconque, enfin moi c'est mon avis, je veux dire, sans passer pour un complotiste, il ne faut pas écarter d'emblée des hypothèses. Lui, ce qu'il avait frappé, c'est que, parce que j'étais avec lui dans l'émission où il a parlé, il disait que ce bois, le bois de chêne de 800 ans, ça ne brûle pas comme ça, c'est un bois qui ne peut pas brûler comme ça. Il était très étonné, lui, il était à la fois attristé, mais extrêmement surpris de la chose. Oui, alors c'est vrai que le chêne, pour en brûler de temps en temps dans ma cheminée, c'est un bois qui est dur et qui prend le temps de brûler. Comme il dit, il aurait fallu un petit tas de bois en dessous pour l'alimenter. Malgré tout, si j'écoute les pompiers, d'un côté, il y a toutes les données pour que ça brûle et ça s'enflamme de manière rapide. Il y a l'oxygène, il y avait le vent, la hauteur, toute cette liberté qui permet de propager le feu rapidement. Ensuite, je pense que, vu la densité du feu, le plomb a fondu. Et a fondu de manière assez violente et qui est là, s'est transformé en lave quelque part. Donc ce qui a aussi alimenté, qui plus est le feu. Moi, je suis pas un expert non plus pour ce qui est des problèmes d'incendie, donc je vais pas me risquer d'en parler plus que ça. Mais oui, on peut se poser plein de questions. Là encore une fois, j'ai envie de dire, laissons les professionnels parler, faire leurs enquêtes. Est-ce que c'est une cigarette? Est-ce que c'est un courant? Bon, d'après M. Mouton, encore une fois, ils ont refait toute l'alimentation électrique. Oui, et pour les courts-circuits. Voilà, c'est pas possible. Donc voilà, il y a forcément une raison. Et ce que je souhaite, c'est qu'on finisse par la trouver. Mais voilà, moi, je suis pas habilité à ça. Je vais attendre qu'effectivement, encore une fois, les gens qui sont professionnels en la matière prennent le temps. Sans le plus important. Voilà, sans qu'on soit derrière eux et leur mettre la pression, une pression médiatique ou une pression, on va dire... sentimentale, émotionnelle, ou émotionnelle, voilà. Laissons le temps au temps, on va dire, hein, et aux professionnels. Pour revenir donc à la sécurité, au processus, quand quelque chose se passe dans un monument, la première des préoccupations, c'est la sécurité, je suppose, c'est de voir que personne, heureusement la personne n'est morte, personne n'a été blessé, mais et comment ça se passe? C'est-à-dire que en fait, quand vous découvrez l'étendue des dégâts, quels que soient encore une fois les dégâts, on fait l'analyse. Et est-ce que c'est un métier couvreur, justement?
est-ce que c'est un métier à risque? Parce qu'on se dit, bon, mais il faut grimper, il faut aller dans certaines hauteurs, etc. Vous parlez de la pénibilité, effectivement, physique déjà, mais est-ce que c'est aussi un métier à risque? Alors malheureusement, oui, alors ça, c'est un métier à risque qui malheureusement amène encore des morts tous les ans. Il me semble Encore en ce moment? Oui, alors il me semble avoir vu dernièrement qu'on avait à peu près 48 décès en 2018 liés justement à ces travaux de hauteur. Donc je dirais pas que ce ne sont que des couvreurs qui sont décédés par des chutes. Non, mais enfin, 48 décès, c'est... Mais 48 décès, c'est énorme. Malgré cela, on travaille vraiment, toutes les entreprises, en tout cas la mienne est une entreprise phare sur tout ce qui est sécurité. On met le paquet à chaque fois pour protéger tous les intervenants sur une couverture. Bon, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est vrai que le risque zéro n'existant pas, il peut toujours arriver à un endroit où, où les choses se sont mal passées. Malheureusement, le risque de chute quand on est en hauteur est beaucoup plus dramatique que quand on est sur le trottoir. C'est clair. Et est-ce que vous êtes tous, ce sont du point de vue assurance, ce sont les compagnies, vos compagnies, vos entreprises vous assurent, enfin Oui, bien sûr, nos entreprises nous assurent, on est tous assurés. On est aussi très contrôlés. Il faut quand même savoir que l'inspection du travail, la CRAMIF passe sur nos chantiers, vérifie. Nous, en interne, dans notre entreprise, on a un service de sécurité qui passe sur les chantiers, qui vérifie que tous les compagnons ou tous les ouvriers qui sont là ont bien leur casque, leurs gants, leurs lunettes, leurs chaussures de sécurité, ou éventuellement un harnais s'ils sont sur un endroit où il faut qu'ils soient harnachés, etc. Donc on met vraiment le paquet pour la sécurité. On est par exemple là sur la cathédrale, il y a du plomb. Quand on travaille du plomb aujourd'hui, vous savez, le plomb est nocif. Et polluant, polluant. Nocif, donc on a aussi tout un système de mise en place pour travailler avec le plomb, de combinaisons, de gants, de masques, de pieds-diluves qui nous permet de ne pas transporter la poussière de plomb dans les établissements. Enfin, on doit travailler vraiment en protégeant au maximum nos ouvriers et l'environnement. Donc tous les efforts sont faits pour la sécurité. Malgré tout, il arrive toujours des petits accidents. Bien sûr. Et dites-moi, aujourd'hui, votre profession, je ne sais pas si vous avez tous les chiffres, mais vous êtes combien de compagnons? Vous savez, à peu près. Enfin, les 3 sociétés confondues? Oui. Je ne saurais pas vous dire. Vous êtes 200, c'est ça? Non, du tout. Nous, on est 750, à l'Union Compagnonique, tous métiers confondus, puisqu'on est plusieurs métiers. Après, je vais me lancer dans des chiffres, mais sans les confirmer. Non, mais je pense qu'à la Fédération Compagnonique, ils doivent être aux alentours de 4000 ou 5000, et peut-être moins 3000 à la Fédération Compagnonique, et 5 ou 6000 à l'Association ouvrière de jeunes itinérants qui voyagent toute l'année et se forment. Voilà. C'est ça. Après, le nombre de compagnons reçus dans sa totalité, c'est très hasardeux de le dire, je ne saurais pas vous le dire. Mais ce qui est extraordinaire, moi, ça m'a toujours fait rêver, je dirais. En tout cas, ça m'a toujours interpellé. C'est parce que je trouve très beau le mot compagnon. Oui. C'est-à-dire que le mot compagnon est un très beau mot. C'est pas ouvrier, c'est compagnon. Et pour vous, ça connote quoi, le mot de compagnon? Je vais simplement répéter ce qu'on nous a toujours appris sur ce mot. Compagnon, c'est en traduction de latin, c'est companis, et c'est simplement le partage du pain. Voilà, c'est le copain. Ça vient du partage du pain. Voilà, tout à fait. Voilà, compagnie, c'est partager le pain. Voilà. Ouais. Donc c'est cette idée de vivre ensemble, de partager le voyage quand on est en voyage, de partager le repas ou le coucher quand on arrive dans nos maisons, et de partager la vie. Voilà, c'est cette vie en société qu'on enseigne à tous nos jeunes, qui apprend la tolérance, parce qu'on est tous différents, on a tous des défauts, des qualités, et le fait de vivre pouvoir comme ça en société nous apprend cette tolérance, ce partage. Voilà. Et non, mais c'est vrai, c'est tellement important l'histoire du don, hein, parce qu'aujourd'hui, avec l'individualisme, etc., on se dit chacun dans sa petite niche. Là, c'est pas le cas. Non, c'est vrai que on favorise ce côté. On apprend à travailler, donc on a le savoir-faire, mais on apprend aussi à être des hommes. Et là vient le savoir-être. C'est un mélange des deux. On veut que nos jeunes soient aussi compétents dans la manière d'être que de la manière de savoir-faire. Et si des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, ou même des parents, évidemment, qui nous écoutent et qui se disent, tiens, là, il y a quelque chose, où peuvent-ils s'adresser, où doivent-ils s'adresser pratiquement, si on a envie d'aller vers ce métier?
Écoutez, il y a 3 sociétés compagnoniques en France. Donc, aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet. L'avantage, Il y a les sites, c'est bien. il y a les sites Internet qui nous permettent facilement de pouvoir Et accéder. donc, on a tout pour dire si on veut faire une formation, etc. Voilà. etc. Alors, il y a 3 sociétés qui offrent quelque part trois images humaines différentes. Vous avez l'association ouvrière qui reçoit des jeunes gens à partir de 16 ans. Donc qui font la première formation, CAP, etc. Ensuite, vous avez la fédération, qui a un côté un peu plus bâtiment, voilà, qui renferme que les bâtiments. Depuis peu, les boulangers sont arrivés à la fédération. Puis vous avez, nous, l'Union compagnonique, où nous, on rentre qu'à partir de 18 ans, où on a déjà un premier diplôme. Voilà. D'accord. On poursuit le chemin après ce premier diplôme. Eh bien, écoutez, vous savez, si cela vous intéresse, que vous soyez des parents, vous demandiez où vos jeunes veulent aller, ou si vous avez vous-même des envies d'aller effectivement rebâtir Notre-Dame, eh bien, vous savez où s'adresser. Vous allez sur Internet, vous avez le site des 3 compagnies. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas Bossard. Merci à vous de m'avoir reçu.